Alors, en termes d'introduction, donc vous savez qu'en cancérologie, en chirurgie oncologique, quelle que soit la spécialité, le temps chirurgical est vraiment très important, et dans ce temps chirurgical, la question des berges, elle est essentielle, puisqu'on souhaite faire l'exérèse en général complète, avec des berges dont on détermine les besoins en fonction des localisations. Et donc c'est vraiment un élément pronostique important dans la prise en charge des patientes. C'est également quelque chose d'important parce qu'en fonction des localisations, on peut se permettre ou non d'avoir des berges importantes, je pense particulièrement en neurochirurgie. Et donc avoir une information plus précise sur ces berges et sur la localisation précise des tissus tumoraux, c'est vraiment essentiel. Donc en effet, ça peut être dans certains cas et dans certaines localisations difficiles pour le chirurgien de bien déterminer les marges de la tumeur. Et en fait, quand on regarde sur des grands échantillons, un peu toutes disciplines confondues, et qu'on regarde l'examen des berges à l'examen anatomopathologique définitif, et bien on se rend compte qu'il y a de manière relativement importante des berges qui peuvent être atteintes. Donc la question, c'est quelles sont les techniques qui peuvent aider le chirurgien dans sa prise en charge chirurgicale et dans sa capacité à améliorer la précision de son exérèse. Alors si on regarde les autres techniques d'imagerie péropératoire qui ne sont pas la fluorescence, puis on va regarder un peu leurs inconvénients par rapport à la fluorescence, il y a l'échographie qui peut être utilisée. L'échographie, elle pose le problème essentiel qu'elle nécessite un contact, c'est pas toujours facile d'accès. Il y a également la radiographie. Donc la radiographie qui peut être utilisée, qui est certainement moins précise et puis qui impose des contraintes de radioprotection. Il y a également l'imagerie par résonance magnétique qui reste quelque chose d'assez confidentiel parce que faire passer un malade endormi dans une IRM, c'est pas simple. Ça se fait un petit peu en neurochirurgie. À ma connaissance, il y a 2 centres en France qui le font, à Lille et à Marseille, mais ça reste quelque chose de relativement confidentiel. Et puis il y a tous les marqueurs tumoraux radioactifs qui posent également le problème de la radioprotection et puis qui ont une sélectivité spatiale qui est plus faible. Alors, pour juste introduire un peu le concept de fluorescence, le concept de fluorescence s'appuie sur la présence d'un fluorophore. Donc le fluorophore, c'est une molécule qui, lorsqu'elle est excitée par la lumière, va émettre une lumière également dans une autre longueur d'onde. Et en fait, pourquoi? Parce que la lumière, c'est de l'énergie, et quand on va éclairer ce fluorophore, on va l'amener à un état dit excité, et quand il va revenir à son état basal, il va libérer de l'énergie sous la forme de fluorescence. Donc il faut toujours apporter une excitation qui va être avec une énergie plus intense que celle qu'on souhaite récupérer. Et donc ça se traduit par des histoires de longueur d'onde. Et donc on va prendre des longueurs d'onde plus courtes qui ont des énergies, qui portent des énergies plus intenses. Donc par exemple, si on veut obtenir un fluorophore qui va exciter, qui va produire une fluorescence en lumière rouge, il va falloir aller l'exciter dans le bleu. Et de la même manière, si on veut avoir une fluorescence qui soit détectée dans l'infrarouge, on va pouvoir l'exciter dans le rouge. Mais c'est ça un petit peu l'idée. Du point de vue de l'histoire de la fluorescence, eh bien en fait, on se rend compte que même si là, on observe vraiment un regain d'intérêt pour ces techniques, en fait, la fluorescence, c'est un mécanisme qui est connu depuis relativement longtemps, puisqu'on voit que certaines molécules qu'on va utiliser en pratique, je pense en particulier à la fluorescéine et puis à l'indocyanine, qui sont vraiment parmi les molécules les plus fréquemment utilisées en chirurgie oncologique, eh bien en fait, elles ont été découvertes et développées autour de 1870, donc ça fait déjà 150 ans. Donc là, dans ce topo de présentation, on ne parle pas des aspects précliniques, c'est vraiment que les applications qui sont actuellement réalisées en clinique. Donc, qu'est-ce qu'on a comme exemple d'application? Alors, en ophtalmologie, c'est couramment utilisé avec la fluorescéine sodique et le verre d'indocyanine. Il y a d'autres fluorophores qui ont été développés dans des indications vraiment plus spécifiques et on va parler en particulier de la protoporphyrine 9 avec ses applications en neurochirurgie et puis en urologie, et puis de manière un peu plus confidentielle, le bleu de méthylène qu'on connaît pour sa capacité à colorer en bleu, mais qui a également la propriété d'être un fluorophore qui va permettre d'émettre de la fluorescence dans l'infrarouge. Alors, un des problèmes de la fluorescence, c'est qu'en fait, le signal, l'intensité de fluorescence est souvent relativement faible, ou alors la fluorescence émise par le fluorophore, elle va se faire dans un spectre de lumière qui n'est pas visible par l'œil humain. Donc en fait, il y a besoin d'avoir des outils de détection. Et donc là, on a un schéma qui permet de comprendre que actuellement, alors là, c'est l'exemple de l'imagerie dans l'infrarouge, donc c'est souvent le verre d'indocyanine. Donc on a en fait des dispositifs,
des dispositifs qui permettent de superposer en fait la lumière qui est obtenue en lumière blanche, et puis couplé avec ces dispositifs, on a une caméra qui va aller capter un signal, et en fait c'est un signal fluorescent qui est capté par la caméra infrarouge, et en fait ensuite il y a un système informatique qui va révéler cette intensité de signal sous la forme d'un signal lumineux qui va être retranscrit sous la forme d'une image de superposition au chirurgien, et ça va lui permettre de réaliser sa chirurgie. Alors voilà donc un petit film qui permet de mettre un peu les choses en évidence. Donc le fluorophore, c'est donc un peu un médicament, donc il y a différentes voies d'administration. L'administration, elle peut se faire par voie intraveineuse, par voie topique, par voie cavitaire, donc on peut faire des instillations intravésicales, on peut faire des administrations intrapéritonéales, et donc on va attendre un certain délai en fonction du site qu'on souhaite révéler avec la fluorescence. Donc par exemple dans le cas de la neurochirurgie c'est environ 5 heures, mais quand on parle plutôt des applications dans la mise en évidence des ganglions sentinelles, je pense en gynécologie pelvienne ou en scénologie, bon, ça va être quelques minutes, et donc on a la possibilité, après donc ce temps de circulation du fluorophore, de pouvoir le révéler avec ces dispositifs optiques. Donc les avantages, on y reviendra peut-être tout à l'heure dans le topo, en particulier sur le ganglion sentinelle, c'est que par rapport à d'autres colorants, par exemple, on n'a pas de marquage du champ opératoire, on n'a pas à se préoccuper de tous les systèmes, enfin les problèmes d'organisation, par exemple avec les services de médecine nucléaire, par rapport au ganglion sentinelle avec le technétium. Et puis en plus, ce sont des produits qui sont très très bien tolérés avec quasiment aucun problème d'allergie. Donc ça, ce sont souvent les avantages qui sont donnés pour les techniques de repérage un peu comme avec le verre d'indocyanine. Alors là, ici, c'est un tableau en fait qui décrit les différents dispositifs qui existent pour détecter ces marqueurs fluorescents. Donc on retrouve toutes les sociétés qu'on retrouve habituellement pour l'imagerie au bloc opératoire. On note en particulier le système Firefly qui a été développé dans le cadre du robot chirurgical d'Avinci. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ça permet de voir aussi un petit peu quels sont les fluorophores d'intérêt pour les constructeurs. Et donc en fait, on est un petit peu limité aussi par ça dans le développement des applications et des différents types de fluorophores. Et on voit que les différentes sociétés, elles ont beaucoup quand même développé des systèmes de détection pour l'ICG qui est le verre d'indocyanine. Et puis de manière un peu plus confidentielle, pour le 5-ALA, on va y revenir, c'est l'acide aminolévulinique. Et donc on a tout ce type de systèmes qui sont à disposition. Donc le verre d'indocyanine, quelques mots sur cette molécule, puisque c'est celle qui est probablement la plus utilisée. Donc elle est utilisée dans des applications d'oncologie, en particulier pour le repérage du système lymphatique et du ganglion sentinelle, également en chirurgie viscérale pour voir un peu l'état de la vascularisation pour les anastomoses digestives. Donc là, c'est un exemple d'un des dispositifs qui est le dispositif FLAIR. Donc vous voyez qu'il y a ici un petit outil, donc c'est la caméra en fait qui va permettre d'aller sur le site opératoire pour aller visualiser la fluorescence. Et donc on a sur un écran, ça c'était pour vous montrer qu'on a la superposition de la lumière blanche et puis ici du vrai signal qui est le vrai signal qui est capté, qui est en fait vraiment une intensité de signal qui va être retransmis sous la forme d'une image fusionnée avec une information colorimétrique en vert qui permet de repérer les lésions tumorales. Voilà, donc ça c'est toujours le même exemple donc avec le dispositif FLAIR. Donc ça c'est le robot d'Avinci, donc qui eux ont mis au point donc une caméra également qui permet donc dans le cadre d'une célioscopie robot assistée d'avoir une information 3D avec en plus la possibilité de passer de la lumière blanche à un système qui permet de repérer en superposition l'information fluorescente. Donc ça également un autre exemple de dispositif qui est le dispositif flux optique avec également la pièce à main qui est ici. Voilà. Donc là de la même manière, hein, c'est toujours un petit peu des systèmes qui sont équivalents, sauf que celui-là il est plutôt pour la chirurgie, la chirurgie par exemple axillaire ou la chirurgie du sein, puisque c'est vraiment une pièce à main qu'on peut facilement manipuler.
Et là, c'est à nouveau pour voir une autre application qu'on peut voir. Donc il y a également des applications en chirurgie thoracique avec la possibilité de détecter des lésions au niveau pulmonaire qui ont également été développées avec le verre d'indocyanine. Alors maintenant, l'autre fluorophore qui est utilisé dans certaines applications, donc quelque chose de très différent sur le plan du mécanisme par rapport au verre d'indocyanine, puisque là, en fait, on utilise le 5-ALA qui est l'acide aminolévulinique, qui est en fait un précurseur métabolique qui va rentrer dans le cycle de Lem. Et en fait, les cellules qui ont un métabolisme élevé, ce qui est le cas des cellules tumorales, elles vont produire, quand on leur apporte de l'ALA, un produit dérivé donc, de Lem, qui est la protoporphyrine 9, que vous voyez ici. Et donc, cette protoporphyrine 9, en fait, elle a un pouvoir d'émission de fluorescence. Quand on l'éclaire dans le bleu, elle va émettre une fluorescence rose. Donc ça, ce sont des applications qui ont obtenu l'AMM d'une part en neurochirurgie pour la chirurgie du glioblastome, et puis d'autre part en urologie pour le traitement des tumeurs intravésicales. Et donc, il y a des fabricants qui ont mis au point des procédés spécifiques. Donc là, on a l'exemple de cette loupe Zeiss qui permet de faire de la neurochirurgie. Donc, je vais vous montrer les vidéos. Voilà, donc là, vous avez ici un site opératoire donc d'une tumeur cérébrale dont on a réalisé l'exérèse. Donc là, on comprend bien que dans ce type d'indication, c'est sûr qu'aller prendre des marges supplémentaires alors qu'on est déjà au niveau du tissu cérébral, ça peut compromettre un peu le pronostic fonctionnel. Donc c'est important d'avoir une information vraiment précise. Et donc la question, à ce moment-là, on peut passer donc en lumière bleue. Et donc on constate en lumière bleue que eh bien, il reste un petit peu de tissu fluorescent et on s'attend à ce que le tissu fluorescent, comme je vous l'ai expliqué, il produise de la protoporphyrine 9, donc ça veut dire que c'est un tissu à métabolisme plutôt accéléré, donc qui pourrait être probablement tumoral. Et donc on reprend la résection vraiment sur les zones qui sont roses pour aboutir à la fin à quelque chose de plus satisfaisant avec le sentiment qu'on a vraiment amélioré la qualité de la résection chirurgicale. Là, l'autre exemple, c'est pour les tumeurs de vessie. Donc, vous avez ici, en lumière blanche, une cystoscopie classique avec des petites lésions qui apparaissent. Alors, je pense que quand on est un petit peu entraîné, on peut les repérer, mais néanmoins, on voit bien que quand on applique la lumière bleue, on va avoir immédiatement une information beaucoup plus précise sur les lésions, et puis alors en particulier sur les plus petites ici, qu'on aurait vraiment du mal à repérer ici en lumière blanche. Alors la fluorescéine sodique, c'est plus pour l'exemple parce que c'est un autre fluorophore qui peut être utilisé également. Donc là, vous avez l'exemple d'application pour des résections de glandes parotides. Voilà, donc on a également Zeiss qui a fait des systèmes optiques qui permettent de détecter cette fluorescence de la fluorescéine. On a ici également la chirurgie de résection du glioblastome, donc ça c'est exactement sur le même modèle que ce que je vous avais montré tout à l'heure avec la protoporphyrine 9. Alors il faut savoir qu'il y a le premier essai clinique est en cours à Lille sur la chirurgie fluoroguidée du glioblastome et ils ont déjà inclus 7 patients, voilà, donc c'est le premier centre qui fait ça, donc on saura si c'est vraiment efficace quand on aura les résultats de cette étude, mais enfin ça semble pertinent comme approche. Le bleu de méthylène, alors le bleu de méthylène, donc c'est également donc un produit colorant, comme je vous le disais au début, qui a des propriétés d'émission de fluorescence dans l'infrarouge. On ne sait pas très bien pourquoi le bleu de méthylène va aller s'accumuler dans les tumeurs, mais voilà, ça fait partie des agents qui peuvent être utilisés et qui ont été décrits. Donc voilà quelques exemples de ce qu'on peut observer. Donc on est à nouveau là dans l'infrarouge, donc on a des images qui ressemblent un petit peu à celles qu'on peut observer avec le verre d'indocyanine. Donc, en termes de résultats cliniques, il y a quand même des données qui permettent de penser que la chirurgie guidée par la fluorescence, elle améliore de manière significative la survie ou qu'elle apporte un bénéfice en termes de qualité de chirurgie et puis donc de survie pour les patients. Donc là, c'est bien décrit en neurochirurgie, puisque ce que je vous disais tout à l'heure, avec donc là sur ce tableau, on voit que la survie, elle est améliorée en présence d'une chirurgie qui a été faite avec l'ALA, donc la protoporphyrine 9. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que
on pourrait essayer d'aller développer des marqueurs fluorescents qui soient plus précis, parce que finalement, que ce soit le 5-ALA ou que ce soit le vert d'indocyanine, ce ne sont pas du tout des molécules qui sont spécifiques. Donc on pourrait essayer de mettre au point des marqueurs qui soient plus précis, qui permettent d'aller chercher des lésions de manière plus spécifique pour améliorer encore la qualité de l'exérèse. Et puis l'autre aspect, c'est que malgré tout, tous ces systèmes optiques de détection, ils sont relativement complexes. Donc il y a tout aussi un travail technique d'amélioration de ces dispositifs d'imagerie pour permettre de les amener plus facilement au bloc opératoire, parce que actuellement, c'est quand même des dispositifs qui restent relativement lourds. Donc on pensait éventuellement à des systèmes un peu comme des lunettes de type Google Glass. Et puis alors après, on va en parler aussi dans le topo suivant. On pourrait essayer de voir si le second temps, c'est pas d'utiliser d'autres propriétés des fluorophores qui peuvent être des propriétés de traitement et qui permettraient en complément ou même seul d'avoir un effet thérapeutique sur les cellules tumorales. Voilà, je vous remercie. Alors donc je poursuis donc avec le sujet que je connais un petit peu de manière un peu plus précise, qui est le problème de la carcinose péritonéale dans les cancers de l'ovaire et les applications de la fluorescence et puis du traitement. Donc quelques généralités sur le cancer de l'ovaire que vous connaissez peut-être déjà. Donc le cancer de l'ovaire, c'est un cancer qui garde un mauvais pronostic parce que le diagnostic il est tardif et parce que donc dans 70 à 75% des cas, on va découvrir ces cancers à un stade avancé, et à ce stade, on a une carcinose péritonéale, donc une atteinte tumorale de l'ensemble de la cavité abdominale, péritonéale. Donc actuellement, la prise en charge, elle repose sur l'association de la chirurgie, qui est une chirurgie de cytoréduction qu'on dit qui doit être macroscopiquement complète, et puis la chimiothérapie, avec l'apport ces dernières années des thérapies ciblées qui concernent un certain nombre de patientes, mais la chirurgie garde vraiment un rôle central dans la prise en charge des patientes, avec donc un objectif qui est bien démontré maintenant, et est bien démontré depuis longtemps, que le pronostic il est inversement proportionnel au résidu tumoral qu'on laisse en place en fin de chirurgie. Donc l'objectif, c'est d'avoir une chirurgie CC0, donc macroscopiquement complète. Mais néanmoins, malgré cette chirurgie obtenue, si elle est macroscopiquement complète, on va avoir des récidives péritonéales de manière relativement fréquente, environ 60% à 2 ans, et on sait que dans l'évolution de la maladie, ces récidives péritonéales, elles vont être responsables d'une partie importante de la morbidité et la mortalité des patientes, de la mortalité des patientes. Donc une des hypothèses, ce serait de penser que la chirurgie de cytoréduction telle qu'elle est pratiquée en lumière blanche ne permet pas de détecter les métastases péritonéales qui sont microscopiques, c'est-à-dire celles qui passeraient inaperçues, qui ne seraient pas visibles par le chirurgien et donc pas réséquées. Et si on regarde la littérature, on observe que dans les stades précoces, ça c'est la littérature la plus fournie dans ce domaine, parce qu'il y a plusieurs essais qui ont été conduits pour voir un peu quel était l'intérêt des biopsies péritonéales systématiques en fin de chirurgie dans les stades précoces. On constate qu'on a, dans environ 4% des cas, on retrouve des amas cellulaires, enfin des métastases microscopiques, de manière sur des biopsies péritonéales faites en territoire macroscopiquement sain, donc sur le péritoine ou au niveau de l'épiplomb. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience que comme la surface péritonéale, elle est à peu près équivalente à la surface corporelle, en fait, l'échantillonnage qu'on fait, il est vraiment minime, donc 4%, ce qui pourrait sembler relativement faible. Moi, je trouve que c'est assez important, parce que en fait, au regard de la surface péritonéale, c'est probablement une sous-estimation importante. Si on s'intéresse au stade avancé, il y a très peu de données en fait, de données sur est-ce qu'on laisse de la maladie en place. Alors c'est vrai que quand on voit les résultats en stade précoce, on se dit qu'en stade avancé, quand on a des carcinoses étendues, il est très probable qu'on laisse quand même des cellules, des métastases péritonéales microscopiques. Néanmoins, il n'y a pas beaucoup de données, et puis il n'y a pas de lien démontré avec la récidive péritonéale. On ne sait pas très bien quelle est l'efficacité de la chimiothérapie sur ces lésions. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut améliorer la détection d'abord, et puis le traitement. Donc la détection, ça peut passer par la fluorescence, et je vais vous montrer quelques exemples. Et puis le traitement, c'est toute la problématique de la CHIP, de la chimiothérapie intrapéritonéale avec ou sans hyperthermie. Donc, le débat a été relancé récemment avec une publication en janvier dans le New England d'une série qui avait montré plutôt un bénéfice à la CHIP. Il y a la PIPAC, qui est un nouveau procédé d'administration de chimiothérapie par voie aérosol dans la cavité péritonéale, mais
qui n'est pas encore étudiée dans ces indications. Et puis il y a la thérapie photodynamique qui vient un peu dans un second temps de la fluorescence, et j'en dirai un petit mot à la fin. Donc le cancer de l'ovaire, il y a une littérature qui est relativement riche sur cette question. Il y a une assez bonne corrélation entre la fluorescence et l'histologie, c'est-à-dire que les valeurs de sensibilité et de spécificité, quand on va prélever des tissus fluorescents, elle est relativement bonne. Et il a été démontré sur des essais précliniques et cliniques qu'on était capable d'augmenter le nombre des lésions de 30% et jusqu'à 2 fois plus, avec des tailles de lésions qui vont être 30% plus petites que celles qui sont visibles à l'œil nu en lumière blanche. Et puis donc on va pouvoir avoir des lésions qui font de l'ordre de 0,5 ou 1 mm qui ne sont pas toujours faciles à détecter. Donc ça, c'est un petit résumé de ce qu'on peut observer dans la littérature sur les essais récents qui ont évalué l'intérêt des marqueurs fluorescents dans la chirurgie des cancers épithéliaux de l'ovaire. Donc moi, ce que je trouve très intéressant, c'est les dates. Parce que vous voyez que ce sont, à part peut-être Leuning en 2003, c'est vraiment des choses qui sont vraiment très récentes. Donc il y a d'une manière générale pour la fluorescence et puis aussi dans ces applications-là un intérêt relativement important. Et puis si on s'intéresse aux fluorophores, eh vous voyez qu'on retrouve l'ICG, on retrouve la protoporphyrine 9, pas mal. Et puis on va parler de ces molécules-là qui sont des molécules ciblées. On en redira un petit mot tout à l'heure, que je n'avais pas décrite dans la présentation d'introduction. Alors ce qui est important, c'est que toutes ces études sont surtout des études de faisabilité, donc elles sont intéressantes, mais il n'y a jamais eu de série qui ont cherché à évaluer l'impact d'une stratégie systématique de chirurgie guidée par la fluorescence en comparaison à une stratégie de chirurgie conventionnelle en lumière blanche. Donc on ne sait pas s'il y a un effet démontré sur la survie, même si intellectuellement on se dit que, comme on a bien vu que dès qu'on diminue le résidu, on améliore la survie, si on passer un petit peu le cap du microscopique, ce serait mieux, mais ce n'est pas démontré. Donc ça, voilà, c'est un exemple un petit peu de ce qu'on peut voir en chirurgie guidée par la fluorescence avec du verre d'indocyanine. Donc là, vous voyez donc sur le mésentère, là, des petites lésions qui apparaissent. Bon, alors on ne voit pas très bien sur la photo si ça permet une amélioration, mais en tout cas, on les voit avec un petit peu meilleur contraste. Là, c'est ce qu'on pourrait observer si on administre de la protoporphyrine 9. Donc la protoporphyrine 9, je rappelle que c'est un produit qui n'est pas spécifique, mais enfin qui va quand même aller s'accumuler dans les métastases péritonéales avec avec une concentration plus importante que dans les tissus sains, donc on la voit apparaître. Et donc cette équipe qui avait fait une publication en 2014, eux, ils faisaient de la chirurgie guidée par la fluorescence, et puis ensuite ils faisaient de la CHIP, et ensuite ils refaisaient un coup de fluorescence pour voir, et donc eux, ils observent que en fait, la chirurgie guidée par la fluorescence leur permet déjà d'améliorer la qualité de la cytoréduction chirurgicale, et puis voilà, après la CHIP, ils pensent vraiment avoir, en faisant cette double approche, des résultats qui sont plus satisfaisants. Le FITC, c'est la fluorécéine isothiocyanate. Donc ça, c'est une publication, il y a plusieurs équipes qui ont publié avec cette molécule qui a été développée par une société qui s'appelle Endocyte. Donc ça a fait l'objet d'une publication dans Nature. Et donc là, on a la fluorescence observée, et puis avec ici le système d'association des images en lumière blanche et puis avec le signal fluorescent. Et donc on voit qu'avec le contraste, on voit quand même mieux les tissus tumoraux. Alors ça, c'est la vidéo de ce qu'on voit en vrai, donc c'est cette publication de 2011. Donc ça, c'est la molécule que je viens de vous montrer, qui est de la fluorécéine. Donc vous voyez quand même le dispositif par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ça reste encore un peu compliqué, il faut des outils optiques qui permettent de faire la révélation. Et donc là, on a quand même sur l'image de droite, on voit tous ces petits nodules qui sont très nombreux, et dont on voit quand même avec un meilleur contraste, on va pouvoir en réaliser l'exérèse chirurgicale. Voilà, donc vous voyez, ça vous permet de voir sur le champ opératoire l'appareil optique, là, la caméra, qui permet de révéler la présence des métastases péritonéales. Donc là, vous voyez en lumière blanche. Voilà les chirurgiens. Et puis voilà, avec le signal fluorescent. Donc quand même, on a le sentiment là sur ces images-là par rapport à la lumière blanche, là on a l'association des deux, on voit quand même apparaître ces petites métastases péritonéales de manière plus visible.
Alors maintenant, la question qui se pose, c'est quelles sont les limites de cette chirurgie guidée par la fluorescence. Je vais parler juste pour la carcinose péritonéale d'origine ovarienne. Donc ce que je disais, c'est qu'il y a probablement un effet qui est attendu positif sur la survie, mais qui n'est pas démontré. Je pense que ça peut conduire quand même à des chirurgies qui sont relativement fastidieuses. C'est déjà des chirurgies qui peuvent être un petit peu longues, mais là c'est vrai que à la fin ça peut se transformer un petit peu en picking de petites lésions fluorescentes. Donc c'est vrai qu'il faut être certain qu'on a une bonne spécificité et qu'on va bien aller chercher des lésions qui sont tumorales. Et alors l'autre question qui est très importante, c'est qu'en fait on déplace le seuil de détection, mais la question, elle se pose toujours, c'est-à-dire que sur une cavité péritonéale où on va avoir une atteinte un peu diffuse du tissu péritonéal, même si on décale le visible grâce à la fluorescence, certainement que les outils de détection optique, en fait, ils ne vont pas aller tellement... Enfin, peut-être dans le futur, mais actuellement, il y a certainement encore des lésions qu'on ne voit pas, et donc on en laissera toujours certainement un peu. Donc la question, c'est est-ce qu'on ne peut pas traiter en plus ? Et c'est là où j'aborde un peu la notion de thérapie photodynamique. Donc en fait, il y a des fluorophores, enfin des molécules qui sont ce qu'on appelle des photosensibilisateurs, qui en plus de leur capacité à émettre de la fluorescence, ont aussi une capacité d'interaction avec le tissu quand elles sont excitées avec une lumière de longueur d'onde spécifique. Et en fait, elles vont interagir avec l'oxygène du tissu pour produire des radicaux libres, et elles vont être cytotoxiques. Donc plutôt que de produire de la fluorescence, elles vont produire un effet cytotoxique sur les cellules. Donc je vous parle du récepteur au folate parce que nous, on s'est intéressé à ce récepteur parce que c'est un récepteur qui est très fortement surexprimé dans les carcinomes épithéliaux de l'ovaire. Il est absent des tissus sains et il permet, s'il est couplé à une molécule, enfin si on couple une molécule d'intérêt au folate, il permet l'incorporation dans les cellules de cancer. Et en fait, je reviens sur la diapo précédente, les seuls outils fluorescents qui ont été développés dans cette indication, qui ne sont pas l'APP9 ou l'ICG, eh bien, ce sont l'EC17 et l'OTL38. Et en fait, les auteurs de ces publications, enfin les gens qui ont inventé ces molécules, eh bien, ils ont fait le choix du récepteur au folate parce que ça a l'air d'être une bonne cible thérapeutique pour adresser des produits vers les cellules de cancer de l'ovaire. Donc le C17, c'est de la fluorescéine, et puis l'OTL38, c'est un marqueur fluorescent dans l'infrarouge, un peu comme l'ICG. Donc nous, dans le cadre des travaux qu'on a menés à Lille, on a développé un photosensibilisateur qui est couplé à l'acide folique pour avoir cette propriété de spécificité. Et donc on a vu qu'on était capable, un petit peu dans les mêmes spectres que ce qu'on utilise pour la protoporphyrine 9, d'avoir un signal fluorescent. Ça va apparaître par là. Voilà, donc là on a une petite lésion péritonéale. Donc elle fluoresce en rose un petit peu comme de la protoporphyrine 9. Et pourquoi on a développé cette molécule? Parce que la thérapie photodynamique dans le cancer de l'ovaire, c'est quelque chose qui a déjà été fait dans les années 90-2000, donc c'est déjà assez ancien. Et en fait, ça avait été arrêté parce qu'il y avait une très très mauvaise tolérance. Et pourquoi il y avait une mauvaise tolérance? Parce que les produits utilisés n'étaient pas du tout spécifiques. Et on voit que par exemple, quand on utilise de la protoporphyrine 9 dans cette indication, eh bien, en effet, ça s'accumule beaucoup plus dans le tissu tumoral que si on... Enfin, il y en a beaucoup plus dans le tissu tumoral que si on n'avait pas mis de 5-ALA, qui est le précurseur. Mais en fait, on voit que ça s'accumule également beaucoup dans les autres tissus de la cavité péritonéale, et on comprend bien que quand on illumine, en fait, on brûle tout, et que la tolérance est très mauvaise. Et en fait, ce qu'on observe avec l'adressage par acide folique, c'est qu'on a une très très forte accumulation dans la tumeur, alors que les autres tissus de la cavité, ils ne captent pas le produit, et donc on va pouvoir avoir par des effets de seuil une toxicité qu'on espère beaucoup moindre. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut obtenir in vitro si on éclaire des lignées de cancer de l'ovaire qui ont été incubées en présence d'un photosensibilisateur. Eh bien, on va obtenir, par rapport au groupe contrôle qui ont été soit illuminés sans le photosensibilisateur, soit mis en présence du photosensibilisateur sans lumière, eh bien, dans le groupe PDT, on va avoir une mortalité cellulaire d'environ 100% à 24 heures après l'application de la lumière. Donc ça, in vitro, c'est relativement intéressant. L'autre chose qui est intéressante, mais je ne rentrerai pas dans les détails, c'est l'effet immunostimulant de la thérapie photodynamique, parce qu'en fait, il a été démontré que les cellules soumises à cette thérapie photodynamique par rapport aux cellules soumises à des traitements plus conventionnels comme la chimio ou la radiothérapie, en fait, elles vont libérer au moment de la mort cellulaire des produits qui vont être plutôt stimulants pour le système immunitaire. Et il y a un certain nombre d'auteurs qui pensent que, en plus de l'effet cytotoxique direct qu'on peut obtenir avec ces marqueurs fluorescents et cette réaction cytotoxique locale, qui pourra avoir un intérêt en termes de cytoréduction, eh ben on peut avoir en plus le développement d'une réponse immunitaire qui puisse entraîner des effets à distance intéressants.
Voilà, donc ça, c'est les différents membres de l'équipe avec qui on travaille. Et je vous remercie.